Quand ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a hurlé « Tu n'es pas la moitié de la femme qu'est ta sœur », mon cœur s'est serré. Mais au lieu de me taire, comme toutes les autres fois, j'ai repoussé ma chaise. Le crissement du bois sur le parquet a fait taire les conversations. J'ai dit calmement « Alors c'est elle qui paie le crédit de la maison ». Le visage de mon père est devenu blême. Il a bégayé « Le crédit ? Quel crédit ?» Et à cet instant, le secret que j'avais gardé pendant 3 longues années a explosé au milieu de la table du dîner. Si c'était vous, pourriez-vous supporter une telle humiliation ? Et d'où écoutez-vous cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir jusqu'où mon histoire voyage. Quelle heure est-il chez vous en ce moment ? Je suis curieuse de connaître les fuseaux horaires qui nous séparent. Je m'appelle Élodie, j'ai 28 ans. Ma vie, vue de l'extérieur, est d'une banalité rassurante. Comptable dans un cabinet d'audit à Lyon, un petit appartement en location dans le quartier de la Croix-Rousse, quelques amis fidèles. Une vie stable. Mais cette stabilité n'était qu'une façade, un vernis fragile qui craquait chaque dimanche soir. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de mes parents à Caluire-et-Cuire était devenu un rituel que je redoutais. Chaque virage me rapprochait d'une tension que je pouvais presque sentir physiquement, comme un nœud qui se serrait dans mon estomac. Ce dîner n'était pas une tradition, c'était une loi non écrite, une obligation morale que ma mère, Sylvie, me rappelait sans cesse. Si j'osais dire que j'étais fatiguée ou que j'avais du travail, les appels se multipliaient jusqu'à ce que je cède, épuisée par avance. Mon père, Renaud, ajoutait toujours sa petite phrase, mi-sérieuse, mi-plaisante, « Ta place à table t'attend, Élodie, ne la laisse pas vide. » Comme si ma simple présence physique suffisait à combler un rôle que je n'avais jamais l'impression d'occuper vraiment. Alors, chaque dimanche, je me retrouvais assise à cette même table en chêne massif, face à l'odeur familière du rôti de ma mère, à côté de ma sœur, Coralie. Coralie, de 3 ans mon aînée, a toujours été l'étoile de la famille. Grande, éloquente, avocate dans un prestigieux cabinet, elle était née pour briller. Chaque étape de sa vie était une victoire célébrée par des applaudissements sans fin de toute la famille. Moi, j'étais la cadette silencieuse, celle qui préférait la logique implacable des chiffres aux grands discours. J'étais le second rôle, l'ombre discrète de la star, celle qui s'assurait en coulisses que les fondations ne s'effondrent pas. Je ne me suis jamais plainte, du moins pas à voix haute. Je savais ce que je valais, je n'avais pas besoin des projecteurs. Mais cela ne voulait pas dire que les comparaisons incessantes ne laissaient pas de traces, de cicatrices invisibles sur mon âme, creusant un peu plus chaque dimanche le fossé de mon estime de moi. Ce soir-là, la conversation tournait, comme toujours, autour de Coralie. Son nouvel appartement avec vue sur Fourvière, ses dossiers importants qui allaient changer la jurisprudence locale, ses projets de vacances aux Seychelles. Mon père parlait avec une fierté qui débordait de chaque mot. Elle le mérite, elle a travaillé si dur. Ma mère acquiesçait, les yeux brillants d'admiration. Coralie nous rend si fiers. Toute la famille peut être fière d'elle. Je suis restée silencieuse, faisant tourner les haricots verts dans mon assiette. Chaque bouchée avait un goût amer. J'avais payé mes études en travaillant comme serveuse depuis l'âge de 17 ans, j'avais un bon travail, et j'avais même aidé mes parents discrètement pendant leurs pires difficultés financières. Mais rien de tout cela n'était jamais mentionné. À leurs yeux, ma contribution était un dû silencieux, un ruisseau souterrain, jamais aussi impressionnant que la cascade scintillante des succès de Coralie. C'est vers la fin du repas, au moment du dessert, que ma mère a posé ses couverts. Elle m'a regardé, son regard était froid, chirurgical. Sa voix n'était pas forte, mais elle a tranché l'air comme une lame. Franchement, Élodie, tu n'es pas la moitié de la femme qu'est ta sœur. Le choc. La douleur vive, familière. Mais cette fois, au lieu des larmes, une étrange vague de calme m'a envahi. C'était la fin. La fin de ma patience, la fin de mon silence. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit a semblé résonner dans toute la maison. J'ai regardé ma mère, puis Coralie qui arborait un petit sourire triomphant, et j'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix glaciale et stable, alors c'est elle qui paie le crédit de la maison. Le silence. Un silence total, assourdissant. Coralie a cligné des yeux, confuse. Les yeux de ma mère se sont écarquillés d'incrédulité. Et mon père,
mon père qui souriait quelques secondes plus tôt, a perdu toutes ses couleurs. Le visage de mon père a perdu toute couleur. Il a bégayé, le crédit? Quel crédit? Il jouait l'ignorant. Mais dans ses yeux, j'ai vu la panique. Le secret que nous avions gardé pendant 1095 jours était sur le point d'éclater. 1095 jours. C'est le temps qu'il faut à un secret pour prendre racine, pour s'enrouler autour de votre cœur et l'étouffer lentement. Assise là, face à leur visage décomposé, mon esprit a été aspiré en arrière, non pas par choix, mais par une force irrépressible. Un flot de souvenirs a submergé le présent. Je me suis revue, à 10 ans, brandissant fièrement ma copie de mathématiques avec un magnifique 20/20 cerclé de rouge par l'institutrice. J'avais couru à la maison, le cœur battant d'excitation, imaginant la fierté dans les yeux de mes parents. Je suis entrée dans le salon, mais personne ne m'a vue. Ils étaient tous réunis autour de Coralie, qui tenait un petit diplôme en papier cartonné. Elle venait de gagner le concours de poésie de l'école. Ma mère pleurait de joie. Mon père l'avait soulevée dans ses bras en criant « C'est ma championne ». Mon 20/20, si parfait, si logique, est devenu lourd et insignifiant dans ma main. Je suis remontée dans ma chambre sans un mot et j'ai glissé la copie au fond d'un tiroir. C'est ce jour-là que j'ai appris, sans qu'on me le dise, que mes victoires silencieuses ne pourraient jamais rivaliser avec ces triomphes éclatants. C'est ce jour-là que j'ai commencé à accepter mon rôle de l'ombre. Puis l'image a changé, devenant plus nette, plus froide. Une nuit d'hiver, 3 ans plus tôt. J'étais dans mon petit appartement lyonnais, la pluie crépitait contre les vitres. J'étais entourée de dossiers clients, la fatigue pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. Mon téléphone avait vibré sans discontinuer. C'était ma mère. Elle n'appelait jamais si tard. Un frisson d'angoisse m'a parcouru. J'ai décroché. Sa voix était méconnaissable, brisée par la peur. « Élodie, on risque de perdre la maison. » Elle m'a expliqué que l'entreprise de construction de mon père venait de perdre son plus gros contrat à cause d'un client défaillant. Il n'avait pas de quoi payer la mensualité du crédit immobilier. La banque leur avait envoyé un dernier avertissement. Un commandement de payer. Le mot sonnait comme une condamnation. La maison. Notre maison. Celle où j'avais fait mes premiers pas, où chaque coin de mur portait l'écho de mon enfance. L'idée qu'elle puisse disparaître à cause d'une ligne sur un relevé bancaire me paraissait absurde, terrifiante. Ma mère pleurait au téléphone, des sanglots rauques qui me déchiraient le cœur. « Aide-nous, juste cette fois, ma chérie. Juste pour garder un toit sur nos têtes. Après, on se débrouillera, je te le promets. Coralie ne peut pas nous aider, tu sais, avec son nouvel appartement, elle a ses propres charges. » La mention de Coralie, même dans ce moment de détresse, était comme une petite piqûre. Bien sûr, la brillante avocate ne pouvait pas être dérangée. C'était à moi, la comptable discrète, la fourmi laborieuse, de venir à la rescousse. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. J'ai regardé par la fenêtre la pluie fine qui tombait sur les toits de Lyon. J'avais des économies. Pas une fortune, mais 20 000 €, mis de côté centime par centime, pour l'apport d'un petit appartement. Mon rêve, mon objectif depuis des années. J'avais travaillé si dur pour cet argent. Mais c'était ma famille. C'était la maison. Je n'ai pas hésité longtemps. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, d'accord. Je vous fais le virement demain matin. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir pendant 1 heure. Je me répétais en boucle, c'est juste une fois. La famille est en crise. Le lendemain, j'ai transféré l'argent. J'ai vu mon rêve s'éloigner, mais je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. Je l'ai cru. Je voulais la croire. Mais, une fois, est devenu 2, puis 3. Le mois suivant, un SMS. Ma puce, l'entreprise de ton père ne s'est pas encore remise. Tu peux nous aider juste ce mois-ci? Le mois prochain, c'est promis, on gère. J'ai encore dit oui. Le mois d'après, la même promesse. Petit à petit, c'est devenu une routine. J'ai même fini par mettre en place un virement automatique. Chaque 5 du mois, une partie de mon salaire s'envolait. Chaque fois que je voyais mon solde diminuer, je me disais que c'était mon devoir.
Mon rêve d'appartement s'éloignait, mais je me disais que la famille passait avant tout. 36 virements. Plus de 85 000 € au total. 3 ans de sacrifice, 85 000 €. C'était le prix de leur confort. Et ce soir-là, à cette table, j'allais enfin leur présenter la facture. Le silence qui a suivi ma révélation était électrique, chargé d'une tension presque palpable. Mon père, Renaud, a été le premier à retrouver une once de contenance. Il a posé ses mains à plat sur la table, comme pour s'ancrer dans la réalité. Son visage était un masque de fausse indignation, un rôle qu'il jouait à la perfection. Élodie, de quoi parles-tu? Tu nous as aidés 1 ou 2 fois, c'est vrai, et nous t'en sommes reconnaissants. Mais il est totalement déplacé de jeter ça sur la table comme une accusation, devant toute la famille. 1 ou 2 fois. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Il minimisait 3 ans de soutien constant, le réduisant à une aide ponctuelle, un simple geste de bonne volonté. Il tentait de me faire passer pour l'agresseur, celle qui manquait de tact et de discrétion. J'ai senti le sang monter à mes joues. Sans un mot, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Lentement. J'ai déverrouillé l'écran, j'ai ouvert mon application bancaire, et je suis allé dans l'historique de mes virements programmés. Je n'ai rien dit. J'ai juste tourné l'écran vers lui, en travers de la table. La liste était longue, elle défilait sur plusieurs écrans. 36 lignes. 36 fois le même libellé que j'avais moi-même créé, avec une ironie amère, soutien familial. Le montant variait, parfois 2 000, parfois 2 500 €, selon leurs besoins du mois. Son regard a balayé l'écran, et j'ai vu une lueur de panique traverser ses yeux avant qu'il ne se recompose. Ma mère, Sylvie, a alors pris le relais. Sa voix tremblait, mais pas de remords. De colère. C'était sa meilleure défense, l'attaque. Tu es incroyable. Nous ne t'avons jamais rien demandé de tel. Si tu as choisi de le faire, c'était ta décision. Ne viens pas nous faire des reproches maintenant, comme si tu étais une martyre. Tu as toujours été trop sensible, Élodie, à tout prendre à cœur, à tout transformer en drame. Trop sensible. Le voilà, le mot qu'ils utilisaient depuis mon enfance pour invalider mes sentiments. Chaque fois que j'étais triste, en colère, ou blessée par leur comparaison, j'étais trop sensible. C'était leur façon de dire que le problème venait de moi, pas d'eux. Leur façon de ne jamais avoir à se remettre en question. J'ai ri. Un rire sec, sans joie, qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. Pas demandé? Vous ne m'avez pas demandé? Je me souviens d'appels en pleine nuit, de pleurs, de supplications. Je me souviens de tes SMS, maman, me disant que vous alliez finir à la rue. Je me souviens de toi, papa, me disant que tu ne supporterais pas de voir maman s'effondrer. C'était quoi, ça, si ce n'était pas des demandes? Pendant 3 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour que vous puissiez garder cette maison, et ce soir, j'entends que je ne suis même pas la moitié de ma sœur. Et c'est moi qui suis déplacée. C'est moi qui suis trop sensible. C'est là que j'ai regardé Coralie. Pendant tout ce temps, elle n'avait pas dit un mot. Elle fixait son assiette, comme si la scène ne la concernait pas, comme si elle était une spectatrice innocente d'un drame qui lui était étranger. Mais au moment où mes yeux ont croisé les siens, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la surprise, ni de la pitié. C'était un minuscule sourire, presque imperceptible, un éclair de satisfaction dans ses yeux. À cet instant, j'ai compris. Elle savait. Peut-être pas le montant exact, peut-être pas la fréquence, mais elle savait. Elle savait que j'étais la bouée de sauvetage silencieuse, et ça l'arrangeait. Ma contribution secrète maintenait le train de vie de nos parents, lui permettant de rester la fille parfaite qui n'avait jamais à se salir les mains. J'ai compris qu'ils formaient un front uni, un système parfaitement huilé où elle était la lumière et moi, l'ombre qui payait les factures pour que la lumière puisse continuer de briller. Cette prise de conscience a été plus douloureuse encore que les paroles de ma mère. J'étais seule. Complètement seule face à eux trois. La tristesse qui m'envahissait s'est transformée en une froide détermination. Je n'avais plus rien à faire ici. Je me suis levée, j'ai pris mon sac. J'ai compris, ai-je dit d'une voix neutre. Je ne vous dérangerai plus avec ma sensibilité.
Mon père s'est levé à son tour, son visage rouge de fureur. Si tu franchis cette porte, Élodie, ne reviens pas. Cette famille a des règles. On ne lave pas son linge sale en public. Ces paroles étaient censées me faire peur, me faire plier. Mais elles ont eu l'effet inverse. Elles ont coupé le dernier fil qui me retenait. Je me suis approchée de lui. Le linge sale ? Ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Le seul linge sale ici, c'est votre hypocrisie et votre ingratitude. Sans un regard pour ma mère ou pour Coralie, j'ai tourné les talons et j'ai marché vers la porte. Chaque pas était lourd, mais libérateur. Juste avant de la refermer, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Ma mère pleurait. Mon père était figé. Et Coralie ? Coralie me regardait, son visage enfin débarrassé de son masque de neutralité. Ses yeux brillaient d'un triomphe froid. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous supporté cela plus longtemps ? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi face à une telle manipulation. Votre avis m'intéresse sincèrement. En partant, je ne savais pas que Coralie, non contente de me voir humiliée, préparait déjà son prochain coup. Un coup qui visait non pas mon cœur, mais ma carrière. La route du retour de Caluire-et-Cuire à mon appartement de la Croix-Rousse m'a semblé durer une éternité. Les lumières de Lyon défilaient à travers mon pare-brise, mais je ne les voyais pas. Mon esprit était un tourbillon. Je ne voyais que le visage de ma mère en pleurs, celui de mon père enragé, et surtout, ce sourire victorieux sur les lèvres de Coralie. Ce sourire était pire que tout le reste. Il confirmait que ce n'était pas un simple manque de reconnaissance, mais une dynamique familiale délibérée, un système dont j'étais la victime consentante depuis bien trop longtemps. En arrivant chez moi, j'ai claqué la porte et je me suis laissé glisser contre elle, jusqu'au sol. Et là, dans le silence de mon petit appartement, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues pendant des années. Des larmes de tristesse, de colère, d'épuisement. J'ai pleuré pour la petite fille qui voulait juste qu'on soit fier de ses notes en maths. J'ai pleuré pour la jeune femme qui avait sacrifié ses rêves sur l'autel de la loyauté familiale, une loyauté qui n'allait que dans un sens. J'ai pleuré pour la stupidité d'avoir cru, pendant si longtemps, que si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, un jour, il finirait par me voir. Mais après la tempête de larmes, un calme étrange s'est installé. Une clarté. Je me suis relevée. Mon reflet dans le miroir de l'entrée m'a montré un visage fatigué, marqué par les larmes, mais des yeux qui brillaient d'une nouvelle lueur. Une lueur de détermination. Je suis allée d'un pas décidé jusqu'à mon ordinateur portable. Je l'ai ouvert, je me suis connectée à mon compte bancaire, et sans une seconde d'hésitation, j'ai navigué jusqu'à la section des virements permanents. Là, il y avait la ligne maudite. Bénéficiaires, Renaud et Sylvie L. Montant, variable. Prochaine exécution, 05. J'ai cliqué sur « Supprimer ». Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement permanent ? J'ai appuyé sur « Oui ». C'était fait. Un clic. Un simple clic pour mettre fin à 3 ans d'esclavage financier. Le lien qui me tenait enchaîné était rompu. J'ai ressenti un vertige, un mélange de peur et d'une incroyable légèreté. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Un mélange de liberté enivrante et de culpabilité tenace. J'étais habituée à penser en fonction d'eux. Chaque dépense personnelle était calculée en fonction de ce que je devais leur envoyer. Soudain, mon argent était entièrement à moi. La première fois que je suis allée faire les courses, j'ai acheté un pot de glace de marque, pas le premier prix, sans calculer. C'était un petit geste, mais il était lourd de sens. Je pouvais me permettre ce petit luxe sans que cela signifie que mes parents risquaient un découvert. C'était nouveau, c'était grisant. Mais le conditionnement était profond. Le dimanche suivant, mon téléphone n'a pas sonné. Le silence était assourdissant. Une partie de moi, la partie formatée par des années d'habitude, s'attendait à un appel. Une autre partie était soulagée. Puis est arrivé l'anniversaire de ma mère. Pendant des années, j'étais celle qui organisait le cadeau commun, qui réservait le restaurant. Cette année, je n'ai rien fait. La veille, j'ai pris mon téléphone, le doigt suspendu au-dessus de son numéro. La culpabilité me rongeait.
C'est ta mère, malgré tout, me chuchotait une petite voix. J'ai failli craquer. J'ai appelé Amélie, ma meilleure amie. Elle a écouté patiemment mes états d'âme, mon conflit intérieur. Puis elle m'a dit des mots simples mais puissants. Élodie, aimer quelqu'un ne veut pas dire se laisser détruire. Tu as le droit de te protéger. Ne pas appeler n'est pas un acte de haine, c'est un acte de survie. Tu as été leur bouclier pendant 3 ans, il est temps que tu deviennes le tien. Elle avait raison. J'ai reposé mon téléphone. C'était une petite victoire, mais elle était immense. Pour combler le vide laissé par ces rituels familiaux, j'ai commencé à remplir ma vie avec des choses pour moi, et seulement pour moi. Je me suis inscrite à un cours de poterie le mardi soir. Le contact de l'argile sous mes doigts, la concentration nécessaire pour centrer la terre sur le tour, tout cela avait un effet incroyablement apaisant. Dans cet atelier, personne ne me connaissait comme la sœur de Coralie. J'étais juste Élodie, celle qui faisait des bols un peu de travers mais qui riait de bon cœur. J'ai recommencé à courir le long des quais du Rhône, non pas pour fuir mes pensées, mais pour sentir mon corps vivant, fort. Chaque foulée était une affirmation de ma propre existence. Lentement, je me reconstruisais. Je réapprenais à vivre sans chercher constamment une approbation qui ne viendrait jamais. Je commençais à respirer, un souffle plus ample, plus libre. Je pensais que le plus dur était derrière moi. Je pensais que la distance physique et émotionnelle suffirait à me protéger. J'avais tort. La vraie bataille ne faisait que commencer. Couper les ponts avec sa famille est l'une des choses les plus difficiles au monde. On se sent coupable, seul. Avez-vous déjà ressenti cela? Dites-le-moi dans les commentaires. Car ce que j'ai appris, c'est que parfois, pour se sauver soi-même, il faut savoir s'éloigner. Libéré du fardeau financier et émotionnel, j'ai investi toute mon énergie dans mon travail. Mon cabinet d'audit était un environnement exigeant, mais juste. Ici, mes efforts étaient remarqués. Les chiffres ne mentaient pas, les bilans étaient clairs. Il n'y avait pas de favoritisme, pas de « fille préférée ». Seuls les résultats comptaient. Et mes résultats étaient excellents. Libéré de l'angoisse mensuelle du virement, mon esprit était plus clair, plus affûté. J'ai commencé à prendre en charge des dossiers plus complexes, à travailler tard le soir, non pas par obligation, mais par passion. J'ai redécouvert le plaisir de mon métier, la satisfaction de résoudre un problème complexe, de mettre de l'ordre dans le chaos des chiffres. Je me sentais enfin à ma place, reconnue pour mes compétences. Quelques mois après la rupture avec ma famille, une opportunité en or s'est présentée. Le poste de chef de mission, l'équivalent d'un poste de manager, s'est libéré dans mon département. C'était l'étape logique de ma carrière, une promotion que j'attendais et pour laquelle j'avais travaillé sans relâche. Mon supérieur direct, Monsieur Dubois, un homme d'une 50aine d'années, rigoureux mais juste, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a encouragé à postuler. Il m'a dit que j'étais sa candidate favorite, que mon dévouement et ma rigueur étaient exactement ce qu'il recherchait pour diriger l'équipe. J'étais sur un nuage. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que les choses allaient dans mon sens, que mon travail acharné allait enfin payer. Le processus de sélection a duré plusieurs semaines. J'ai passé les entretiens avec brio, d'abord avec les ressources humaines, puis avec un des associés du cabinet. Tout semblait se dérouler parfaitement. Et puis, soudainement, à une semaine de la décision finale, l'atmosphère a changé. Monsieur Dubois est devenu distant, presque froid. Il évitait mon regard dans les couloirs. Nos réunions hebdomadaires, autrefois des échanges constructifs, sont devenues courtes et impersonnelles. Il a commencé à poser des questions étranges, insidieuses. Tout va bien dans votre vie personnelle en ce moment, Élodie? Pas trop de soucis familiaux? Vous semblez un peu tendu. J'étais décontenancée. D'où cela sortait-il? J'ai répondu que tout allait bien, mais le doute s'était installé. Je sentais que quelque chose n'allait pas, que le vent avait tourné, mais je ne comprenais pas pourquoi. Une semaine plus tard, la décision est tombée par email. Je n'ai pas eu le poste. Il a été attribué à un collègue, compétent certes, mais moins expérimenté que moi. J'étais anéantie. Dévastée. Je ne comprenais pas. J'ai demandé un entretien avec Monsieur Dubois pour avoir des explications.
Il a été vague, mal à l'aise, évitant mon regard. Il a parlé de cohésion d'équipe, de la nécessité d'avoir quelqu'un de serein et d'équilibré pour un poste à responsabilité. J'ai quitté son bureau avec le sentiment amer de l'injustice et un profond sentiment d'échec. J'ai cru que c'était de ma faute, que je n'étais finalement pas assez bonne, que j'avais laissé transparaître un stress invisible. Il m'a fallu un mois pour découvrir la vérité. Un soir, lors d'un pot de départ, une collègue avec qui je m'entendais bien, Claire, a pris quelques verres et est devenue plus bavarde. Elle m'a prise à part, l'air conspirateur. Élodie, je ne devrais pas te dire ça, mais ce qui t'est arrivé est dégueulasse. Elle m'a alors raconté une scène à laquelle elle avait assisté. Quelques semaines plus tôt, il y avait eu un grand cocktail organisé par le barreau de Lyon, réunissant des figures du monde du droit et de la finance. Monsieur Dubois y était. Et il avait longuement discuté avec une avocate brillante et charismatique. Ma sœur, Coralie. Claire les avait vus de loin. Elle avait entendu des bribes de conversation. Coralie, avec un air faussement contrit et inquiet, avait abordé mon patron. Je suis un peu inquiète pour ma petite sœur Élodie en ce moment. Elle est si talentueuse, mais elle traverse une période très difficile. Beaucoup de problèmes familiaux, vous comprenez, elle est très instable émotionnellement. Je m'inquiète tellement pour elle. J'espère juste qu'elle ne craquera pas sous la pression d'un poste trop exigeant. Un coup de poignard. Un poison distillé avec une précision diabolique. Elle n'avait rien dit de diffamatoire. Juste des inquiétudes de grande sœur aimante. Mais c'était suffisant pour semer le doute dans l'esprit de mon patron, pour détruire ma réputation professionnelle. En écoutant Claire, je n'ai pas pleuré. La tristesse a laissé place à une rage froide, pure, d'une intensité que je n'avais jamais ressentie. Ce n'était plus de la négligence ou de l'injustice familiale. C'était une attaque délibérée, une tentative de sabotage. Elle n'avait pas supporté de me voir réussir par moi-même. Mon succès, même modeste, était une menace pour son statut d'unique étoile de la famille. Cette révélation a tout changé. Ce n'était plus une question de reconnaissance, c'était une guerre. Elle avait essayé de détruire mon avenir. Elle ne savait pas qu'elle venait de me donner la rage nécessaire pour en construire un bien meilleur, loin d'elle. La rage est un carburant puissant. Pendant plusieurs jours, j'ai laissé cette colère m'envahir, la disséquant, la comprenant. Ce n'était pas une fureur aveugle qui pousse à des actes irréfléchis. C'était une flamme froide qui a brûlé toutes mes illusions restantes, toutes mes excuses pour le comportement de ma sœur. J'ai compris que tant que je resterais à Lyon, dans le même périmètre qu'eux, je serais toujours à portée de leur toxicité. Coralie avait des relations, un réseau. Elle pouvait me nuire encore et encore, toujours avec ce sourire innocent de celle qui ne veut que mon bien. Je devais partir. Loin. Je devais construire ma forteresse là où ces flèches empoisonnées ne pourraient plus m'atteindre. J'ai pris une décision radicale. J'allais quitter la France. La Suisse, avec son secteur financier dynamique, m'a semblé une évidence. Genève. C'était assez proche pour ne pas être un exil total, mais assez loin, de l'autre côté d'une frontière, pour créer une véritable rupture psychologique et professionnelle. Le soir même, j'ai commencé à mettre à jour mon CV, à traduire ma lettre de motivation en anglais. J'ai passé des nuits entières à éplucher les offres d'emploi, à adapter ma candidature à la culture suisse. Chaque candidature envoyée était un acte de défi, une brique de plus dans la construction de ma nouvelle vie. C'était épuisant, mais exaltant. Je n'agissais plus en réaction à eux, j'agissais pour moi. Je n'ai rien dit à personne au bureau, sauf à Claire, ma collègue qui m'avait révélé la vérité. Je lui faisais confiance. Pour les autres, j'étais juste l'employé déçu qui continuait à faire son travail consciencieusement. Ils ne voyaient pas le feu qui brûlait en moi, la machine de guerre que j'étais devenue en coulisses. Mon temps libre n'était plus consacré à la poterie ou à la course, mais à la préparation d'entretiens, à la recherche sur les entreprises. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email. Une start-up de la FinTech à Genève voulait me faire passer un premier entretien en visioconférence. Puis un deuxième, un troisième. Le processus a été rapide, intense. Ils étaient impressionnés par mon expérience, ma rigueur, et surtout, par la détermination qu'ils lisaient dans mes yeux.
Il ne me posait pas de questions sur ma stabilité émotionnelle. Il me parlait de stratégie financière, de modèle de croissance, de mon ambition. Pour la première fois, je me sentais jugée uniquement sur mes mérites. Finalement, l'offre est arrivée. Un poste de directrice financière. Le titre seul m'a fait tourner la tête. Le salaire était 60% plus élevé que ce que je gagnais à Lyon, avec des parts dans l'entreprise en plus. C'était au-delà de mes rêves les plus fous. J'ai regardé l'email sur mon écran, et j'ai ri. J'ai ri aux larmes. Un rire de soulagement, de victoire. Coralie avait essayé de me briser, de me maintenir à un niveau inférieur, et ce faisant, elle m'avait catapulté vers une opportunité que je n'aurais jamais osé imaginer. C'était l'ironie la plus douce, la plus parfaite. J'ai accepté le poste sans hésiter. J'ai posé ma démission le lendemain matin. Le visage de Monsieur Dubois quand je lui ai annoncé ma nouvelle position à Genève était un poème. Un mélange de surprise, de regret, et peut-être, une lueur de compréhension. Il a dû se rendre compte qu'il avait été manipulé, qu'il avait perdu un excellent élément à cause des mensonges d'une femme persuasive. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à voir sa déconfiture, juste la confirmation que ma décision de partir était la bonne. Le mois qui a suivi a été un tourbillon. J'ai fait mes cartons, j'ai vendu certains de mes meubles, j'ai résilié mon bail. Chaque objet mis dans une boîte était un poids en moins. Je me débarrassais du passé. Amélie m'a aidé, son soutien indéfectible était mon ancre dans cette période de transition. Tu le mérites tellement, n'arrêtait-elle pas de me dire. Le jour de mon départ, en regardant mon appartement lyonnais vide, je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste de la gratitude pour ce lieu qui avait été mon refuge, et une immense excitation pour l'avenir. En conduisant vers Genève, avec le Mont Blanc qui se dessinait à l'horizon, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules, un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de vivre sans. J'avais un nouveau pays, un nouvel appartement avec une vue imprenable sur le jet d'eau, une nouvelle vie. Je pensais que des centaines de kilomètres et une frontière suffiraient à me protéger. Mais la toxicité de ma famille avait une portée bien plus longue que je ne l'imaginais. Ma nouvelle vie à Genève était tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Mon travail était stimulant, mes collègues venaient du monde entier, et l'atmosphère de la start-up était électrique. J'étais respectée pour mon expertise, mes idées étaient écoutées. Pour la première fois de ma carrière, je sentais que ma contribution était non seulement appréciée, mais essentielle. J'ai rapidement pris mes marques, mettant en place de nouveaux processus financiers qui ont fait gagner à l'entreprise du temps et de l'argent. Le PDG, un homme brillant et direct, m'a dit un jour, « Élodie, je ne sais pas comment on faisait avant vous. » Ces quelques mots ont eu plus de valeur pour moi que toutes les années de silence de ma famille. Les week-ends, je découvrais la ville, je me promenais le long du lac Léman, je faisais des randonnées dans les montagnes voisines. Je me sentais renaître. Je me suis fait de nouveaux amis, des expatriés comme moi, des gens qui ne me connaissaient pas à travers le prisme de ma famille, qui ne me voyaient que pour ce que j'étais, une jeune femme indépendante et ambitieuse. Financièrement, ma situation s'était transformée. Avec mon nouveau salaire, mon compte en banque se remplissait à une vitesse que je n'aurais jamais cru possible. Mon ancien rêve, celui d'acheter mon propre appartement, n'était plus une chimère lointaine. C'était devenu un objectif tangible, à portée de main. 6 mois seulement après mon arrivée, j'avais économisé suffisamment pour constituer un apport solide. J'ai commencé à regarder les annonces, à visiter des biens. Le processus était excitant, c'était la concrétisation de mon indépendance. Chaque appartement visité était une brique de plus dans la forteresse que je construisais autour de ma nouvelle vie. Je cherchais un lieu lumineux, avec une vue dégagée, un endroit qui symboliserait mon nouvel horizon. Un samedi après-midi, alors que je revenais d'une visite particulièrement prometteuse, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. C'était Madame Girard, une ancienne voisine de mes parents à Caluire-et-Cuire. Une dame âgée et gentille qui m'avait toujours appréciée, et qui m'offrait des gâteaux quand j'étais enfant. Sa voix était enjouée, mais un peu hésitante. « Élodie, ma petite, comment vas-tu ? Je pense à toi. Je viens de passer devant chez tes parents, et j'ai vu quelque chose. Je me suis dit qu'il fallait que tu le saches. Je t'envoie une photo. »
Avant que j'aie pu répondre, j'ai reçu une notification de message. J'ai ouvert la photo. Et mon monde s'est arrêté. La photo montrait la façade de la maison de mon enfance. La peinture crème, les volets bleus, le rosier grimpant que j'avais aidé à planter. Étendue juste au-dessus de la porte d'entrée, il y avait une immense banderole blanche, avec des lettres rouges criardes, du genre de celles qu'on utilise pour les fêtes de village. On ne pouvait pas la manquer. Elle proclamait, en lettres capitales, « Félicitations à Coralie pour avoir sauvé la maison familiale ». J'ai dû lire la phrase 10 fois. Mon cerveau refusait de la comprendre. Sauver la maison familiale. C'était une blague? Une erreur? J'ai zoomé sur la photo. Non, c'était bien réel. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le canapé. Je me suis assise, le souffle coupé. Un froid glacial m'a envahi, partant de ma poitrine pour se répandre dans tout mon corps. Ce n'était plus une omission. Ce n'était plus de l'ingratitude. C'était une réécriture active de l'histoire. Il ne se contentait pas de m'ignorer, il m'effaçait. Il prenait mes sacrifices, mes 85 000 euros, mes 3 années de nuits blanches et d'angoisse, et il les offrait en cadeau à Coralie, sur un plateau d'argent, pour la faire briller encore plus fort. La douleur était si intense qu'elle en était physique. C'était la trahison ultime. Le sabotage de ma carrière à Lyon était une chose, c'était une attaque personnelle de Coralie. Mais ça, c'était une conspiration familiale. Mes propres parents étaient complices de ce mensonge public. Ils avaient choisi de construire un récit dans lequel j'étais une simple spectatrice, et ma sœur, une héroïne. Je suis restée assise sur mon canapé pendant des heures, regardant le soleil se coucher sur le lac, mais ne voyant rien. Les larmes ne sont pas venues. Pas cette fois. À la place, une nouvelle émotion a pris racine en moi. Une émotion froide, tranchante comme le verre brisé. Une détermination absolue. Je ne pouvais pas les laisser faire ça. Je ne pouvais pas les laisser voler ma vérité. J'ai ramassé mon téléphone. J'ai regardé la photo une dernière fois. Puis je me suis levée, je suis allée à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « Opération Vérité ». Ils avaient utilisé des mots sur une bannière pour écrire leur fiction. J'allais utiliser des chiffres dans un tableur pour détruire leur réalité. La nuit qui a suivi la découverte de la banderole a été blanche. Mais ce n'était pas une insomnie due à l'angoisse. C'était une nuit de travail, intense et méthodique. La comptable en moi a pris le dessus, canalisant ma rage dans une précision chirurgicale. J'ai transformé ma douleur en un projet, avec un objectif clair et des étapes précises. La vengeance n'est un plat qui se mange froid que si elle est bien préparée, et j'allais préparer un banquet. J'ai commencé par rassembler les preuves. J'ai passé en revue 3 ans de relevés bancaires, en surlignant chaque virement effectué à mes parents. J'ai créé une feuille de calcul Excel. Colonne A, date. Colonne B, montant. Colonne C, libellé. Colonne D, solde de mon compte après le virement. Cette dernière colonne était importante. Elle montrait concrètement ce que chaque aide me coûtait, comment mon épargne personnelle stagnait ou diminuait alors que la leur était maintenue à flot. Le total en bas de la colonne B était vertigineux, 85 340 euros. Le voir écrit noir sur blanc, calculé au centime près, a solidifié ma résolution. Ce n'était pas une aide, c'était un sauvetage financier en bonne et due forme. Ensuite, je me suis plongée dans mes archives de messages. J'ai retrouvé les SMS désespérés de ma mère. Ma puce, juste ce mois-ci. Ton père est au plus mal. La banque va nous mettre dehors. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, en m'assurant que la date et l'heure étaient bien visibles. J'ai même retrouvé des emails, plus formels, où mon père m'expliquait la situation désastreuse de son entreprise, me demandant une avance exceptionnelle. J'ai placé ces captures d'écran à côté des lignes correspondantes dans mon tableur. Le contraste entre leurs supplications privées et leurs mensonges publics était saisissant. C'était la preuve irréfutable de leur manipulation. J'ai transformé ces données brutes en une présentation PowerPoint. Pas quelque chose d'amateur. J'ai utilisé les modèles et les outils de mon travail pour créer un rapport financier digne d'un conseil d'administration.
Des graphiques en barre montrant l'évolution des paiements. Des courbes illustrant la chute de mes propres économies en parallèle. Une chronologie claire des événements, depuis le premier appel à l'aide jusqu'à la photo de cette infâme banderole. Chaque diapositive était un clou de plus dans le cercueil de leur crédibilité. Alors que je mettais la touche finale à ma présentation, mon téléphone a sonné. C'était ma cousine Manon. Elle est plus jeune que moi, un peu naïve, mais elle a toujours eu un bon fond et m'a toujours bien aimée. Sa voix était pleine d'excitation. Élodie. Tu ne devineras jamais. Tonton Renaud et tata Sylvie organisent un grand dîner de famille pour fêter Coralie. Et ils le font à Genève, dans un super restaurant, pour que tu puisses venir plus facilement. C'est pas génial, ça? Ils veulent vraiment se réconcilier avec toi, je crois. J'ai failli m'étouffer. L'audace. Ils poussaient l'audace jusqu'à organiser la célébration de leurs mensonges dans ma propre ville, en utilisant ma présence comme caution de leurs récits fallacieux. Ah oui? C'est une surprise, ai-je réussi à articuler, ma voix blanche. Et devine quoi? A-t-elle continué, tata Sylvie m'a demandé de préparer un petit diaporama de photos pour l'occasion. Des photos de la maison, de Coralie. C'est un peu kitsch, mais bon. Je te l'envoie si tu veux, pour que tu me donnes ton avis. Comme tu es comptable, tu as l'œil pour les présentations bien faites. Une offre en or. Le cheval de Troie venait de se présenter à ma porte, enrubanné de naïveté. Bien sûr, Manon, envoie-le-moi. Je serai ravie de t'aider. Quand j'ai reçu son fichier, j'ai vu les photos sirupeuses de Coralie posant devant la maison, les légendes mièvres comme « notre ange gardien ». J'ai eu un instant de doute. Une voix dans ma tête a murmuré « Est-ce que tu ne deviens pas comme eux, manipulatrice et calculatrice ?» J'ai regardé la photo de la banderole que j'avais enregistrée sur mon bureau. La colère est revenue, claire et juste. J'ai chassé cette pensée. Révéler la vérité n'est pas de la manipulation. C'est un acte de justice. J'ai copié son fichier. J'ai gardé ses 10 premières diapositives intactes. Et à la fin, j'ai ajouté les 15 miennes. Celles avec les chiffres, les graphiques et les messages. J'ai renvoyé le fichier modifié à Manon en lui disant « J'ai juste ajouté quelques petites surprises à la fin pour vraiment honorer Coralie, ne le dis à personne. » Elle a gloussé, ravie. Le fichier était prêt. Le plan était parfait. Ils pensaient venir à Genève pour célébrer un mensonge. Ils allaient en réalité assister à l'exécution publique de leur réputation. Le soir du dîner, je me suis préparée comme une actrice avant d'entrer en scène. J'ai choisi une robe simple mais élégante, d'une couleur sobre. Je ne voulais pas attirer l'attention par mon apparence, mais par mes actes. Je suis arrivée au restaurant avec une vingtaine de minutes de retard, délibérément. Assez pour que tout le monde soit déjà là, installé, l'ambiance festive déjà bien en place. Le restaurant était élégant, avec une vue panoramique sur le lac Léman scintillant sous les lumières de la ville. Ils avaient loué un salon privé. En entrant, j'ai été accueillie par des exclamations. « Élodie! Te voilà enfin !» Ma mère est venue vers moi, m'a prise dans ses bras d'une étreinte fausse et tendue. « Je suis si contente que tu sois venue », a-t-elle murmuré. J'ai senti son malaise, sa culpabilité mal dissimulée. J'ai souri poliment, j'ai salué mes oncles, mes tantes, mes cousins. J'ai évité le regard de mon père et de ma sœur. Je les sentais sur moi, curieux, peut-être un peu nerveux. J'ai vu la banderole en miniature, imprimée sur les menus. L'indécence de la chose m'a presque fait rire. Je me suis assise à côté de Manon, qui m'a serré le bras. Alors, tu vas voir, mon diaporama est super. J'ai fait les petites modifications que tu as suggérées sur les transitions, ça rend mieux. C'est parfait, Manon, tu as fait un excellent travail, lui ai-je répondu en lui souriant sincèrement. Je lui avais simplement demandé de me donner la clé USB à un moment discret, prétextant vouloir vérifier un dernier détail technique sur mon ordinateur portable. Elle me l'a donnée sans se poser de questions. J'ai échangé sa clé avec la mienne, celle qui contenait la version modifiée. Le piège était en place. Je lui ai rendu la clé piégée. Elle l'a ensuite branchée sur l'ordinateur portable relié au grand écran mural. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère de fausse joie.
On a porté des toasts à la réussite de Coralie, à la solidité de notre famille. J'ai mangé sans rien sentir, mon cœur battant à un rythme régulier et puissant. J'étais étrangement calme. C'était le calme d'avant la bataille. Je les observais. Mon père, pontifiant sur les valeurs du travail. Ma mère, riant un peu trop fort. Coralie, acceptant les compliments avec une modestie feinte. C'était une pièce de théâtre. Et j'étais sur le point de faire tomber le rideau. Puis, le moment est venu. Mon père s'est levé, un verre de champagne à la main. Il a fait un long discours larmoyant sur l'importance du foyer, sur la chance d'avoir une fille aussi dévouée et responsable que Coralie, qui avait assuré l'avenir du patrimoine familial grâce à ses judicieux conseils financiers. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Coralie était assise, rayonnante, buvant ses paroles, acceptant les lauriers qui ne lui revenaient pas. Ma mère la regardait avec des larmes de fierté dans les yeux. Mon père a conclu, et maintenant, pour illustrer mes propos, notre chère Manon nous a préparé une petite rétrospective en images. Manon, toute fière, a appuyé sur la touche « Play ». Les premières diapositives sont apparues sur le grand écran mural. Des photos de la maison, de Coralie enfant, de nos parents jeunes. La musique douce remplissait la salle. Les invités souriaient, émus. J'ai observé ma famille. Ils étaient détendus, savourant leur triomphe. La 10e diapositive, la dernière de la partie de Manon, est apparue. Elle montrait Coralie, adulte, posant fièrement sur le perron, avec la légende « Merci Coralie, notre pilier ». Applaudissements polis. Mon père allait reprendre la parole quand l'écran est devenu noir une seconde, puis s'est rallumé. Sur un fond blanc clinique, un titre en lettres noires et grasses est apparu, « Rapport financier, sauvetage de la maison familiale L, 2020 à 2023, contribution d'Élodie L ». Le silence. Un silence de mort. Tous les regards se sont tournés vers l'écran, puis se sont promenés dans la salle, cherchant une explication. La diapositive suivante est apparue, un graphique en barre montrant 36 mois de paiement, avec une ligne rouge grimpant inexorablement. Puis, la diapositive d'après, le total, en énorme. 85 340 €. Les murmures ont commencé. C'est quoi, ça, je ne comprends pas. Puis sont venues les captures d'écran des SMS de ma mère, ces mots suppliants projetés en grand format pour que tout le monde puisse les lire. C'est à ce moment que je me suis levée. J'ai pris le micro de table posé devant moi. Tous les visages se sont tournés vers moi, stupéfaits. J'ai regardé mes parents. Mon père était livide. Ma mère avait la main devant la bouche, ses yeux remplis d'horreur. Coralie était décomposée, son visage passant de l'incrédulité à la panique la plus totale. J'ai parlé d'une voix claire, sans un tremblement. Bonsoir à tous. Je suis désolée d'interrompre cette charmante soirée. Je voulais juste apporter une petite correction à la présentation. Les chiffres que vous voyez à l'écran, c'est ma contribution. C'est l'argent qui a réellement sauvé la maison. Je me suis tournée vers mes parents. Si la vérité vous embarrasse, ce n'est pas ma faute. Le chaos. Un silence choqué, puis une explosion de chuchotements. Un de mes oncles, qui avait toujours été juste, a regardé mon père et a dit à voix haute, « Renaud, explique-nous ça. » Mon père n'a rien pu dire. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. C'est alors que Manon, comprenant enfin la « surprise » que j'avais ajoutée, a commencé à applaudir. D'abord seule, puis rejointe par ma tante, puis par quelques cousins. Ce n'était pas une ovation, c'était un acte de soutien. C'était un verdict. Je suis partie en les laissant dans les ruines de leurs propres mensonges et je suis sortie sans un regard en arrière. Je n'ai ressenti aucune joie triomphante, juste un immense soulagement. Mais l'histoire n'était pas terminée. Le véritable test de ma nouvelle force allait arriver 48 heures plus tard. Les 2 jours qui ont suivi le dîner ont été étrangement calmes. J'ai éteint mon téléphone, me coupant des retombées inévitables, les appels furieux de mon père, les messages en pleurs de ma mère, les accusations confuses des membres de la famille qui ne savaient quel camp choisir. J'avais besoin de silence pour digérer ce que j'avais fait. Je n'éprouvais aucun regret, mais une sorte de vide. La fin d'une guerre laisse toujours un champ de bataille silencieux, jonché des débris d'une relation brisée.
J'ai passé ce temps à marcher au bord du lac, à lire, à travailler. À vivre ma vie, tout simplement, en savourant la légèreté nouvelle qui s'était installée en moi. Le poids du secret, le fardeau du ressentiment, tout cela s'était évaporé, remplacé par une paix tranquille. Le mardi soir, on a sonné à mon interphone. Je n'attendais personne. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, je m'attendais au pire. J'ai regardé l'écran de surveillance et mon cœur a raté un battement. C'étaient eux. Mes parents. Ils se tenaient là, sur le trottoir, sous la lumière crue d'un lampadaire. Ils semblaient perdus, plus petits et plus vulnérables que jamais. Ma mère portait le même manteau que le soir du dîner. Mon père avait les épaules voûtées. Ils avaient fait la route depuis Lyon. J'ai hésité longuement. Une partie de moi voulait les ignorer, les laisser dehors, leur faire sentir ce que c'était que d'être rejeté. Mais une autre partie, plus forte, savait que je devais leur faire face une dernière fois, pour clore ce chapitre pour de bon, pour moi. J'ai ouvert. Ils sont montés en silence. Le trajet en ascenseur a dû leur paraître une éternité. Quand je leur ai ouvert la porte de mon appartement, ils ont semblé intimidés. Ils ont regardé mon salon lumineux, mes meubles modernes, la vue imprenable sur le lac et les montagnes. Ils ont vu la preuve tangible de ma réussite, une réussite construite sans eux, malgré eux. Ils ont compris que je n'avais plus besoin d'eux, ni de leur argent, ni de leur approbation. C'était probablement la chose la plus difficile à accepter pour eux. Nous nous sommes assis. Le silence était pesant. C'est ma mère qui a parlé la première. Sa voix était rauque, ses yeux étaient rouges et gonflés. Élodie. Nous sommes désolés. J'ai attendu. Je savais qu'il y avait un « mais ». Nous sommes désolés que les choses se soient passées comme ça. Nous avons été maladroits. Nous n'aurions pas dû te laisser de côté. Nous aurions dû te remercier. Maladroit. Ce mot était si faible, si pathétique face à l'énormité de leur trahison. Ce n'était pas une excuse pour m'avoir blessé, c'était une excuse pour s'être fait prendre, pour avoir été humilié publiquement. Mon père a pris le relais. Il ne me regardait pas. Il fixait un point sur le mur derrière moi. Ta mère et moi avons discuté. Nous avons commis une erreur. Cet argent, tu l'as mérité. La maison, tu as contribué à la sauver. Nous allons aller chez le notaire. Nous allons ajouter ton nom sur l'acte de propriété. La maison appartiendra à toi et à ta sœur, à parts égales. C'est la moindre des choses. C'est juste. Il y a quelques années, cette proposition aurait été la plus grande victoire de ma vie. La reconnaissance ultime. J'aurais pleuré de joie. Mais là, assise dans mon propre salon, dans un appartement que j'avais acheté avec mon propre argent, leurs mots sonnaient creux. J'ai souri. Un vrai sourire, calme et serein. Non, merci, ai-je dit doucement. Ils m'ont regardé, abasourdi. Quoi? Mais, c'est ton droit, a balbutié ma mère. Non, ai-je répété. Ce n'est plus mon droit, parce que je n'en veux plus. Regardez autour de vous. J'ai une maison. Ma maison. Je l'ai construite toute seule. Je n'ai pas besoin d'un nom sur un morceau de papier pour valider ce que j'ai fait, ou ce que je suis. Je me suis levée, je me suis approchée de la baie vitrée. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de l'argent ou d'une part de la maison. C'était du respect. De la reconnaissance. De l'amour. Et ça, vous ne me l'avez jamais donné. Vous ne pouvez pas l'acheter aujourd'hui en allant chez le notaire. C'est trop tard. J'ai vu la défaite dans leurs yeux. Ils n'avaient plus aucune arme, plus aucun moyen de pression. Leur monnaie d'échange, l'approbation familiale, n'avait plus aucune valeur pour moi. Ils sont repartis peu de temps après, silencieux et vaincus. Quand la porte s'est refermée, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère, ni triomphe. Juste la paix. La paix d'être enfin libre. Ma victoire n'était pas de les avoir humiliés. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de leur approbation pour exister. La vraie maison que j'ai sauvée n'était pas la leur, c'était moi-même. Votre valeur ne vient pas de l'approbation des autres, mais de votre capacité à vous reconstruire.
Si vous avez déjà dû vous battre pour votre propre vérité, si vous avez connu le sentiment d'être invisible dans votre propre famille, partagez votre histoire dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls est une force immense. Nous sommes plus forts ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner pour plus d'histoires sur la force de l'esprit humain.